Le terrain qui détruit une famille ou qui peut la rendre libre. Il y a une scène que j'ai vue plusieurs fois en Guadeloupe. Et honnêtement, elle me marque toujours autant. Une famille entière réunie autour d'une table. Au début, tout semble calme. Puis, quelqu'un parle du terrain familial. Et en quelques minutes, les tensions commencent. Les voix montent, les anciens rappellent le passé, les plus jeunes parlent d'argent, quelqu'un accuse un autre d'avoir pris plus, un cousin veut vendre, une tante refuse, un frère ne parle plus à sa sœur depuis des années. Et soudain, ce qui devait être un héritage devient une guerre silencieuse. Le plus triste dans tout ça, c'est que pendant que la famille se déchire, le terrain, lui, reste bloqué. Pendant 5, 10, parfois 20 ans. Personne ne construit, personne ne vend, personne n'avance. Et pendant ce temps-là, la pauvreté, elle continue de circuler dans la famille, alors même qu'elle possède un potentiel actif extrêmement précieux. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'il existe une manière intelligente de sortir de ces blocages sans détruire les liens familiaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment certaines familles arrivent à enfin débloquer des terres en indivision, résoudre des conflits anciens et transformer des terrains stagnants en véritables opportunités financières. Mais attention, le problème n'est pas seulement juridique. Le vrai problème est beaucoup plus profond. Il est émotionnel, culturel, historique et parfois même générationnel. Quand on grandit aux Antilles, on comprend rapidement que la terre familiale est un sujet sensible parce qu'elle représente les anciens, les sacrifices, la mémoire et l'histoire familiale. Mais ce que beaucoup de familles ne réalisent pas, c'est qu'un terrain bloqué pendant des années peut finir par détruire beaucoup plus que des finances. Il peut détruire des relations, des opportunités et parfois même l'avenir économique des générations suivantes. Et pourtant, j'ai aussi vu l'inverse. J'ai vu des familles qui semblaient complètement divisées réussir finalement à trouver une solution intelligente. J'ai vu des terrains abandonnés devenir des projets rentables. J'ai vu des héritages gelés redevenir des leviers économiques. Et j'ai vu des familles recommencer enfin à avancer. Alors dans cette partie 1, on va voir pourquoi les terrains familiaux deviennent des bombes à retardement dans les Antilles françaises. Au début, personne n'imagine que le terrain familial deviendra un problème. Au contraire, quand les parents ou les grands-parents achètent une terre, ils pensent souvent faire quelque chose de positif pour les générations futures. Ils se disent, au moins, les enfants auront quelque chose. On laisse un héritage. La famille gardera toujours cette terre. Et honnêtement, l'intention, elle est belle. Elle est belle. Le problème, c'est que beaucoup de familles transmettent des terrains sans transmettre une véritable stratégie autour du terrain ou une éducation financière autour de ce terrain. Et c'est exactement là que les difficultés commencent. Parce qu'avec le temps, la famille s'agrandit, les générations passent, les héritiers se multiplient, les divisions deviennent différentes. Les visions deviennent différentes. Certains vivent encore aux Antilles, d'autres sont repartis en France, certains veulent construire, d'autres veulent vendre, certains ont besoin d'argent rapidement, d'autres sont attachés émotionnellement à la terre. Et lentement, ce qui devait unir la famille commence à créer des tensions invisibles. Puis arrive la division. Et là, beaucoup de familles entrent dans une situation extrêmement compliquée, sans vraiment comprendre les conséquences. Parce qu'en indivision, plusieurs personnes possèdent ensemble un seul et même bien. Sur le papier, ça paraît simple, mais dans la réalité, c'est un casse-tête. Cela devient parfois un véritable piège. Pourquoi? Parce que chaque décision devient compliquée. Construire, il faut l'accord. Vendre, il faut discuter. Diviser, il faut s'entendre. Investir, il faut convaincre tout le monde. Et plus il y a d'héritiers, plus la situation devient fragile. C'est exactement pour ça qu'aux Antilles, énormément de terrains restent bloqués pendant des années. Pas parce qu'ils n'ont aucune valeur, mais parce que personne n'arrive réellement à prendre une décision collective. Et pendant ce temps-là, le terrain, lui, il produit rien. Pire encore, parfois il coûte de l'argent. Taxes, procédures, entretiens et conflits. Honnêtement, c'est là que beaucoup de familles commencent à s'épuiser émotionnellement. Parce qu'au fil des années, le terrain devient parfois le symbole de toutes les tensions non réglées dans la famille. Alors on va voir dans cette partie 2 l'erreur émotionnelle qui bloque les familles pendant des années. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas immédiatement. Dans les conflits autour des terrains familiaux, le vrai problème n'est souvent pas le terrain lui-même. Le vrai problème, ce sont les émotions accumulées autour de ce terrain. Et honnêtement, c'est là que les choses deviennent extrêmement complexes aux Antilles. Parce qu'ici, la terre familiale représente bien plus qu'un simple actif financier. Elle représente les souvenirs, les sacrifices des anciens, l'histoire familiale et parfois même certaines blessures. Donc quand quelqu'un dit « il faut vendre », certaines personnes n'entendent pas seulement « on vend un terrain », elles entendent « on abandonne l'histoire familiale ». Et c'est précisément là que beaucoup de discussions explosent. Parce qu'en face, d'autres membres de la famille vivent une autre réalité. Ils voient les difficultés, les crédits, la vie chère, les urgences du quotidien, les enfants à aider. Donc eux, ils se disent « pourquoi garder un terrain bloqué pendant encore 15 ans alors qu'il pourrait aider toute la famille ?» Là, alors, deux visions du monde s'affrontent. La vision émotionnelle et la vision économique. Le problème, c'est que beaucoup de familles essaient de résoudre ça uniquement avec des discussions improvisées, sans aucun cadre, sans stratégie, sans médiation.
Résultat, chaque conversation devient un combat émotionnel. Quelqu'un se sent trahi, quelqu'un pense qu'on veut profiter de lui, quelqu'un croit qu'on manque de respect aux anciens. Et petit à petit, la confiance elle disparaît. C'est exactement pour ça que certaines familles restent bloquées pendant des décennies. Pas parce qu'il n'existe aucune solution, mais parce que personne n'arrive à séparer l'émotion de la stratégie. Et honnêtement, c'est probablement l'une des choses les plus tristes que j'ai vues dans certaines familles de chez nous. Des frères qui ne se parlent plus, des cousins divisés, des années perdues. Pendant ce temps-là, le patrimoine reste immobilisé. Dans cette partie 3, on va voir ensemble la méthode qui permet de débloquer un terrain sans détruire la famille. Quand une famille arrive à un point de blocage, surtout autour d'un terrain, beaucoup pensent qu'il n'existe plus de solution. Et honnêtement, c'est souvent à ce moment-là que les erreurs les plus graves commencent. Parce que quand on est sous la colère, la fatigue ou la frustration, certaines personnes prennent des décisions impulsives. Menaces, pression, procédures agressives ou tentatives de passage en force. Et très souvent, ça aggrave encore plus les conflits. Alors qu'en réalité, les familles qui arrivent à débloquer intelligemment une situation utilisent généralement une approche complètement différente. La première chose qu'elles comprennent, c'est qu'il faut sortir du chaos émotionnel. Et pour ça, il faut remettre de la clarté. Parce que beaucoup de conflits existent simplement parce que les informations sont floues et qu'il y a des non-dits. Qui possède quoi? Quoi exactement? Quelle est la valeur réelle du terrain? Le terrain est-il divisible, constructible, vendable? Quels sont les droits de chacun? Tant que ces questions restent dans le brouillard, les tensions continuent. Et c'est exactement pour ça que les familles qui avancent commencent souvent par une étape essentielle. Mettre les choses à plat. Calmement, objectivement, avec des documents, des chiffres, des explications claires. Honnêtement, ça change déjà énormément de choses. Parce que beaucoup de conflits viennent de suppositions. Quelqu'un pense que le terrain vaut beaucoup plus. Quelqu'un croit qu'il sera lésé. Quelqu'un imagine qu'un autre veut prendre le contrôle. Mais quand les éléments deviennent transparents, les fantasmes commencent souvent à disparaître. Ensuite vient une étape encore plus importante, la médiation. Et attention, beaucoup de personnes sous-estiment totalement cette étape. Parce que aux Antilles, les discussions deviennent vite personnelles. On parle plus seulement de terrain, on reparle des anciennes blessures, des injustices passées, des frustrations accumulées depuis des années. Donc parfois, la présence d'un tiers neutre, change complètement la dynamique. Pourquoi? Parce qu'un regard extérieur permet souvent de calmer les tensions, de recentrer la discussion et de ramener des échanges vers des solutions concrètes. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Les personnes commencent progressivement à comprendre que le vrai objectif n'est pas qui gagne contre qui. Le vrai objectif devient comment transformer ce patrimoine en opportunité collective. Alors, dans cette partie 4, on va aborder ce sujet. Pourquoi certaines familles redeviennent pauvres après avoir vendu leur terrain? Probablement l'une des scènes les plus frustrantes que j'ai observées au fil des années. Une famille reste bloquée pendant longtemps sur un terrain. Puis, finalement, après des années de conflit, le terrain est vendu. Tout le monde respire enfin. L'argent arrive, les tensions diminuent. Et certains pensent que tous les problèmes sont enfin terminé. Et quelques années plus tard, l'argent a disparu. Et la famille se retrouve parfois dans une situation encore plus fragile qu'avant. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles règlent les problèmes de terrain sans régler le problème de la stratégie financière. Et ça, c'est encore un autre problème. Et ça change absolument tout. Parce qu'un terrain peut représenter quelque chose d'extrêmement puissant, pas seulement de l'argent immédiat, mais un levier capable de transformer l'avenir économique d'une famille entière. Le problème, c'est que beaucoup de personnes voient la vente comme une fin, alors qu'elle devrait souvent être vue comme un point de départ. Et honnêtement, c'est là que beaucoup de patrimoine disparaissent. Parce qu'après la vente, on rembourse des dettes, on aide la famille, on consomme, on règle des urgences. Et très rapidement, il ne reste plus grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de plan. Et honnêtement, c'est une erreur extrêmement fréquente. Quand on grandit dans un contexte où les difficultés financières sont fortes, recevoir soudainement une grosse somme d'argent peut donner l'impression qu'il faut régler immédiatement toutes les frustrations accumulées toutes ces années passées. Mais les familles qui changent réellement la trajectoire font souvent quelque chose de très différent. Elles utilisent une partie du capital pour reconstruire des actifs. Et ça, c'est la clé. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas combien d'argent le terrain a rapporté. La vraie question est qu'est-ce que cet argent va permettre de construire. Certaines familles réinvestissent intelligemment dans des logements, des commerces, des appartements locatifs, des projets capables de produire des revenus sur le long terme. Résultat, l'argent continue de travailler. Et croyez-moi, c'est exactement là que les trajectoires commencent réellement à changer. Donc, en conclusion, le vrai héritage n'est pas le terrain, mais ce que la famille en fait. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, alors vous avez probablement compris quelque chose d'essentiel. Un terrain familial peut devenir deux choses totalement différentes. Soit une source de conflit, de division, de blocage et de stagnation, soit une fondation capable de construire une véritable autonomie économique familiale et
toute la différence se joue souvent dans la communication, la stratégie, la structuration et la capacité à penser plus loin que les émotions immédiates. Parce qu'au fond, le vrai problème n'est pas toujours l'indivision. Le vrai problème, c'est souvent l'absence de vision collective autour du patrimoine. Quand on grandit dans les Antilles françaises, on voit énormément de familles avec du potentiel. Mais ce potentiel reste parfois immobilisé pendant des années. Simplement parce que personne n'a appris à transformer intelligemment un héritage en stratégie économique. Et je parle de stratégie économique durable. Et honnêtement, je pense que cette prise de conscience devient extrêmement importante aujourd'hui. Parce que dans un monde où la vie devient de plus en plus chère, les actifs deviennent stratégiques et la stabilité économique devient précieuse, les familles qui apprendront à protéger, organiser et développer leur patrimoine auront une avance énorme. Alors maintenant, j'aimerais vraiment savoir quelque chose. Selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande raison qui empêche les familles antillaises de régler intelligemment les conflits autour des terrains familiaux? Dites-le moi en commentaire, je vais lire vos réponses attentivement. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description un lien vers mon challenge immobilier où j'explique concrètement comment comprendre, structurer et valoriser intelligemment les patrimoines immobiliers dans nos réalités caribéennes. Parce que je suis convaincu d'une chose, les Antilles ont énormément de richesses, mais ces richesses doivent être organisées intelligemment pour devenir une véritable puissance économique familiale générationnelle. Alors, prenez soin de vous. Et surtout, ne laissez jamais un héritage devenir une prison alors qu'il pourrait devenir une liberté. C'était Will du Mouvement Lionnage. Ensemble, nous plus forts.